Mesdames et messieurs, bienvenue dans RDC Environnement, votre magazine d'actualité environnementale produit par l'agence Galaxy Média que vous suivez en ce moment sur Canal Ekin Télévision. Dans cette émission, nous allons parler de l'ouverture du premier forum sur l'électricité dans notre pays. Comme vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de donner le coup d'envoi du premier forum sur l'électricité. Une façon pour le peuple congolais de réfléchir que faire pour augmenter les taux de desserte en électricité. Et puis du pétrole artificiel, en tout cas l'idée pour encore les chercheurs français et espagnols viennent de mettre sur pied une technique. Quant à ça, vous aurez tous les détails au cours de cette émission RDC Environnement que j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Nous avons comme invité Ruben Mayoni, vous le savez, c'est le présentateur attitré de cette émission. Et avec lui, nous allons parler de son mémoire de licence sur la gestion des déchets solides au centre d'enfouissement technique d'Impassa et la protection de l'environnement, l'indicateur de développement durable. Il a fait un mémoire de licence sur cette problématique. Il va nous donner les tenants et les aboutissants, étant donné que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Gobila, a lancé l'opération Kinbopeto. Comment y arriver, étant donné qu'il y a eu des opérations similaires avec PUC, avec BSECO, avec l'hôtel de ville de Kinshasa, donc le gouverneur sortant, mais on n'a pas eu de résultats escomptés. Est-ce que cette fois-ci, l'opération va réussir? En tout cas, Ruben Mayoni, avec ses lunettes de chercheur, qui a, comme je l'ai dit, réalisé un travail quant à ça, il va nous donner les pistes et solutions pour que Kinshasa soit vraiment la ville propre. Bienvenue, Ruben Mayoni. Merci beaucoup, Michel Wangui, et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, vous avez, comme je l'ai dit au début de cette émission, présenté un mémoire de licence intitulé « Gestion des déchets solides au centre d'enfouissement technique d'Impassa et la protection de l'environnement, 2 points indicateurs de développement durable ». Alors, la toute première question, les déchets. Que signifie déchet? On a quand même l'impression comme si c'est un mot qui dérange. Vous, en tant que scientifique, les mots déchets signifient quoi? Voilà, merci beaucoup Michel pour l'invitation. De toute façon, aujourd'hui, nous sommes invités au lieu d'être présentateurs. Nous partirons d'abord d'un constat que nous avons fait avant de, comme vous l'avez dit, nous avons rédigé ce mémoire de l'environnement et techniques de développement, gestion de l'environnement et assainissement. Nous nous sommes dit, nous voyons que Kinshasa, avec tous ces tas de déchets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait chercher des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Et les chercheurs, l'intellectuel ou encore les experts, c'est en fait leur travail pour que nous puissions vivre dans un environnement sain, comme d'ailleurs l'indique notre constitution. Alors nous nous sommes dit, c'est vrai, c'est des sujets qui ont déjà été abordés par d'autres chercheurs, d'autres étudiants qui ont terminé leur mémoire ou qui ont fait leur mémoire en sciences de l'environnement ou je ne sais pas moi, en des sciences similaires. Et nous nous sommes dit, nous aussi, nous voulons quand même apporter notre contribution, notre petite contribution à la science en parlant bien sûr des questions liées à la gestion des déchets. Et la gestion des déchets, en fait, c'est... elle répond à une trilogie, comme on peut le dire. Elle répond à une trilogie, c'est-à-dire il y a une collecte qu'il faut faire, il y a un tri qu'il faut faire et puis une valorisation. Et en fait, un déchet, il y a plusieurs définitions de déchets qu'on peut donner, mais on peut peut-être se limiter à une ou deux selon que l'on considère un déchet comme quelque chose avec lequel il faut s'en débarrasser ou encore un résidu après transformation, après utilisation, on se dit ça, je n'en ai plus besoin, il faut le jeter, c'est ce qu'on peut considérer comme déchet. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est dit que c'est un déchet, c'est comme quelque chose dont le propriétaire veut s'en débarrasser après utilisation, après avoir tiré le maximum des bénéfices de ses biens. Alors, ce qui reste, c'est ce qu'on peut considérer comme déchet. On peut aller dans un supermarché, on achète un truc à manger, on mange ce dont on a besoin et puis le reste, on jette. Donc, c'est ce qu'on peut considérer comme un déchet de façon simple. Voilà, c'est ce qu'on peut considérer comme déchet de façon simple. Ruben Mayoni, je reviens en vous. Le temps pour moi de continuer avec cette émission. Je l'ai dit au sommaire de cette émission, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a donné les comptes d'envoi depuis le mardi 20 août dernier du premier forum national sur l'énergie électrique
politiques, chercheurs, membres de la société civile et les experts nationaux et internationaux sont en train de réfléchir sur des voies et moyens pour augmenter les taux de desserte en électricité. Dans son discours, le président de la République a dit qu'il doit vaincre le paradoxe d'un pays au potentiel électrique. Nous sommes classés parmi les 5 premiers grands producteurs d'électricité, mais sur le plan pratique, nous sommes parmi les pays qui ont les taux de desserte en électricité le plus faible au monde. Donc pour le président de la République, nous devons vaincre ces paradoxes. Et puis, en ce qui concerne les questions environnementales, il a dit dans son discours que nous sommes en train de perdre, nos forêts sont en train d'être détruites à cause notamment de la carence en électricité. Nous vous proposons donc de suivre l'ouverture du forum sur l'électricité. C'est un discours prononcé par le président de la République. Suivez donc cet extrait de ce discours. C'est pour moi un honneur d'être parmi vous pour parler de la problématique de l'énergie électrique dans notre pays. Son potentiel, sa gestion et son impact sur l'industrie et le développement durable. Mon honneur est d'autant plus justifié que ce forum est organisé dans la province qui, à elle seule, regorge de près de la moitié du potentiel hydroélectrique du pays, évalué à plus de 100 000 mégawatts, soit 44 000 mégawatts pour le seul site d'Inga. L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. Au plan social, l'absence d'énergie électrique affecte le confort de vie des ménages. Elle occasionne une pénibilité accrue pour nos femmes et nos enfants, obligés de parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en bois de chauffe en vue de satisfaire leurs besoins domestiques. Plus grave encore, l'Afrique perd chaque année 600 000 habitants qui succombent des suites d'intoxication liées à l'utilisation du charbon de bois. De même, les personnes à faible revenu sont les plus affectées par l'absence d'électrification moderne, car le coût unitaire de l'énergie issue du charbon de bois ou de la bougie est supérieur à celui de l'électricité servie par le réseau. Sur le plan environnemental, étant donné que plus de 90% de l'énergie consommée en République démocratique du Congo provient du bois, l'absence de progrès dans la desserte en énergie propre et renouvelable constitue une menace directe pour nos forêts. Au rythme actuel d'accroissement de la population et de nos besoins en énergie, nos forêts sont menacées de disparition à l'horizon 2100. Nous ne pouvons pas demeurer impassibles devant de tels drames. Voilà, Ruben Mayoni, je reviens à vous. Nous avons suivi les présidents de la République qui dit qu'il faut également que nos forêts soient... il a constaté que les forêts sont menacées, faute notamment de l'énergie. Et pourtant, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, en fait. C'est vrai, on dit que le taux de déforestation en République démocratique du Congo, il est très faible par rapport à dans les pays de l'Amazonie, par exemple, au Brésil. Mais sans vous en rendre compte que petit à petit, la forêt ou les forêts congolaises sont en train d'être détruites, non seulement par les secteurs industriels, c'est vrai que c'est le secteur industriel qui est à tout moment pointé du doigt, mais aussi et surtout par le secteur artisanal et aussi par les communautés, parce que les forêts en fait sont considérées aujourd'hui comme le supermarché, comme on le dit, des communautés locales. C'est là où ils trouvent toute leur subsistance, ils trouvent à manger, ils trouvent ce avec quoi ils peuvent fabriquer leur maison, ce avec quoi ils peuvent fabriquer leurs meubles. Et donc, avec un petit taux de déforestation, mais
au fur et à mesure que ces forêts sont coupées, les taux là, il va commencer à s'augmenter et puis les forêts vont toujours en pâtir. Et par manque d'électricité, bien sûr, et puis il n'y a pas d'alternative qu'il faut proposer aux communautés. Quand on leur dit non, il ne faut pas couper les forêts, quelles sont les alternatives qu'on propose à ces communautés pour qu'ils ne puissent pas porter un coup dur à la forêt? Il n'y en a pas. Et donc, ces communautés vont, jour après jour, chaque fois, recourir à la forêt parce que c'est de cette forêt qu'ils tirent tous les moyens de leur subsistance. Ils doivent couper pour se chauffer, ils doivent couper pour fabriquer une maison, ils doivent couper pour fabriquer un lit, je ne sais pas moi, une table. Et donc, la forêt continuera à subir un coup dur si et seulement si on n'apporte pas des solutions alternatives à ces communautés locales. Voilà, si on n'apporte pas des solutions, et nous espérons que ces forums sur l'électricité doivent apporter des solutions aussi bien au niveau des cités que au niveau des communautés locales. Mais la crainte, c'est que ces forums risquent d'être un forum de trop. Vous n'avez pas cette inquiétude? Bon, ce n'est pas vraiment un forum de trop parce que, bon, on l'a dit déjà, c'est le premier forum. Donc, il y a des recommandations qui vont bien sûr sortir de ces forums et qui vont être suivies, qui vont peut-être donner lieu à un autre forum, un deuxième pour faire le suivi des recommandations qui vont sortir de ces premiers forums. Ce n'est pas un forum de trop parce que, bon, chacun, de toutes les façons, a une vision qu'il veut imprimer quand nous parlons de chacun. Donc, nous parlons du chef de l'État qui a une vision qu'il veut imprimer par rapport à l'accès de la population congolaise à l'énergie. Et là, nous voulons insister par rapport à cet état de choses qu'il ne faut pas seulement compter sur l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, il faut diversifier les sources d'énergie. Il ne faut pas seulement compter par l'électricité, il faut monter des barrages, des mini-barrages, comme le chef de l'État l'a dit, mais il faut diversifier les sources en prenant par exemple l'éolienne, en prenant le photovoltaïque, en prenant d'autres sources d'énergie qui peuvent compenser l'énergie électrique. En 2018, c'est juste un exemple, en 2018, l'Allemagne a célébré 38 ans de non-coupure d'électricité. Imaginez-vous, 38 ans, il n'y a jamais eu une coupure d'électricité. Alors, si on prend cet exemple-là pour nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dira. Et donc, c'est parce que sur les routes, les différentes routes d'Allemagne, quand vous quittez par exemple, vous êtes à Hambourg, vous allez à Hanovre, sur la route, vous rencontrez des forêts d'éoliennes. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas l'énergie électrique, l'éolienne va fournir. S'il n'y a pas l'éolienne, le photovoltaïque va fournir l'énergie. Et donc, il y a beaucoup de sources d'énergie. Et aujourd'hui, il faut arriver à diversifier les sources d'énergie pour que nous ne puissions plus pleurnicher. Non, le taux de certes en électricité, il est de 3, de 5%, de 6%. Et d'ailleurs, le taux là, il n'est même pas... il n'est pas vraiment fixe, parce que même si vous posez la question au directeur général de la SNEL, il va vous dire non, ce sont des estimations, parce que la population évolue, et donc on ne sait pas si réellement le taux il est de combien. Voilà, on ne sait pas le taux s'il est de combien. Vous avez parlé de l'Allemagne, mais parlé également du Japon, où son ministre de l'énergie s'est agenouillé devant son peuple pendant 30 minutes, parce qu'il avait coupé de l'électricité pendant 30 minutes, et ce sont les exemples que nous allons. Alors, vous avez dit, nous devons diversifier les sources en énergie, et d'ailleurs, avec les projets INGA, le projet INGA ne voyait pas seulement la réhabilitation du grand barrage, mais aussi la construction de mini-barrages, et puis s'intéresser également de certaines sources d'énergie dans des régions tropicales comme l'Équateur. Ils ont le soleil. Le soleil, quand même, c'est une source importante qui peut nous donner de l'électricité. Nous espérons que les gens qui sont allés à ces forums nationaux sur l'électricité vont donner des résultats probants, c'est-à-dire que chaque province, pour cette province, voilà ce qu'il faut pour avoir de l'électricité, pour chaque territoire, voilà ce qu'il y a, et non des recommandations d'une façon générale ou généraliste qui ne vont pas aboutir ou résoudre les paradoxes, comme le président de la République l'a dit, où nous sommes parmi les grands potentiels en énergie, mais nous sommes parmi les pays les plus pauvres en ce qui concerne la desserte en électricité. Et le taux d'ailleurs n'est pas connu, comme vient de dire Ruben Mayuni, on parle de 10%, mais en réalité, même Kinshasa ici ne peut même pas dépasser 60% en taux d'électricité. Kinshasa, c'est pas seulement Gombe. Kinshasa aussi, c'est les fins fonds de Maluku. Et là-bas, il n'y a pas du courant. Donc, ce sont des questions qui devaient être traitées lors de ces forums. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, d'autant plus que les forums continuent. Et on est d'abord au niveau des travaux en expert. Alors, je reviens à vous, Ruben Mayoni, sur votre travail. On a parlé de la gestion des déchets, mais on se rend compte que
même en ce qui concerne la collecte de ces déchets, et pose problème. Il y a l'opération Kinbopeto ici qui a été lancée, ce n'est pas la première opération, il y en a eu plusieurs, mais la ville de Kinshasa, ou du moins ses artères, sont devenues très sales. Qui est l'auteur de la production de ces déchets? Ce sont des ménages. Est-ce que ce sont des ménages inconscients ou ce sont... Qu'est-ce qui se passe justement? Parce que vous avez fait, je rappelle à nos téléspectateurs, vous avez fait un travail sur la gestion justement des déchets, un travail de mémoire. En fait, les responsabilités sont partagées, mais il y a un certain nombre de producteurs de déchets. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des producteurs de déchets, parce que dans tout ce que nous faisons, nous avons des bouts de papier, et ces bouts de papier, juste après l'utilisation, ils vont devenir des déchets. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère bien. Et donc, chacun de nous est producteur de déchets, et chacun de nous devrait prendre des mesures pour que ces déchets soient gérés de façon durable. Je l'ai dit tantôt, la gestion durable des déchets répond ou doit répondre à une trilogie, c'est-à-dire une collecte, un tri et une valorisation. Et nous tous, comme nous produisons des déchets, en fait, il devrait être mise sur pied une grosse machine qui commence par les ménages. Les ménages devraient d'abord savoir comment gérer ses propres déchets. Quand nous produisons des déchets, nous savons que ça, c'est une bouteille, ça, c'est un reste d'aliments. On ne peut pas mettre les tout ensemble. En principe, nous devrions avoir déjà au niveau des ménages une bonne politique de tri de nos déchets pour que, ça c'est en aval et en amont, pour que les restes soient, comme on dit, marchent comme sur des roulettes. Mais déjà au niveau des ménages, on n'est pas éduqué à bien gérer nos déchets. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre où et qu'est-ce qu'il faut mettre, ne faut pas mettre où. Non, ben, si on n'arrive pas à les faire, d'autant plus le problème, c'est d'ailleurs il y a quelques années, Madame Thérèse Olenga, qui était ministre de l'Environnement de la ville de Kinshasa également, il avait proposé qu'on mette des sachets pour les produits recyclables. Mais en réalité, même si on mettait de côté ce qu'on peut recycler, mais ils vont recycler où? De la pile distraction. Donc les ménages préfèrent le mettre ensemble. Et puis le problème, c'est que quand les ménages le mettent ensemble, il y a des gens qui viennent le ramasser. Où est-ce qu'ils jettent ça? C'est ça justement. Dernièrement, il y avait, comme nous l'avons d'ailleurs dit dans notre travail, il y a autant de programmes qui se sont succédés. Il y a eu Paro, il y a eu POC, qui se sont illustrés en fait dans ce que Kinshasa pouvait appeler la gestion des déchets. Mais comme le venait de le dire, que la gestion répond à cette trilogie-là. Et à l'époque, on entassait tous les déchets en un seul endroit, sans pour autant savoir que c'est tel ou tel type de déchets. Les déchets ménagers, c'est ensemble avec les bouteilles, les déchets durs comme les déchets de construction, c'est-à-dire des briques, le reste des briques, des ciments, ainsi de suite. Tout se met ensemble et même jusqu'à aujourd'hui, même si on collecte les déchets sur les avenues, on les entasse où? Peut-être dans une décharge de transit et puis une décharge finale. Décharge finale, c'est où? En Passa. En Passa, c'est un site contaminé où on trouve tous les types de déchets en un seul endroit. Or, ça, c'est pas une gestion. Donc, c'est juste une sorte de délocalisation. On délocalise de nos maisons vers une décharge de transit vers une décharge finale, et là, on met tout ensemble, sans pour autant savoir c'est quel type de déchets qu'il faut mettre où et comment faut-il traiter ces types de déchets. Et donc, aujourd'hui, il faut que ceux qui viennent pour nous parler de Kinbopeto mettent en place réellement cette trilogie de tri, collecte, tri et valorisation pour que nous puissions réellement gérer de façon durable les déchets dans la ville-province de Kinshasa. Alors, vous avez parlé de la décharge de Mpassa et vous avez d'ailleurs consacré vos recherches. Moi, je suis allé là-bas, mais apparemment, j'ai trouvé les déchets sont entreposés. Il n'y a pas de l'incinérateur là-bas. Mais qu'est-ce que ces déchets-là font quoi là-bas? En fait, apparemment, ils sont stockés. Ils collectent les déchets partout à travers la ville de Kinshasa, ils amènent là-bas et puis ils mettent tout ensemble et après ils mettent de la terre, de l'argile dessus. Et ces déchets donc sont enfouis sous le sol, sans se rendre compte que ces déchets vont se décomposer, ils vont contaminer le lixivia qui va sortir de ces déchets, vont contaminer la nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau que nous consommons, l'eau
l'eau propre à la consommation, ça va contaminer la nappe phréatique et des mois après demain, nous allons continuer à consommer une eau, croyant que c'est une eau qui est propre à la consommation et pourtant elle a déjà été contaminée par les déchets qui sont enfouis en passe. Et donc tout ça, c'est pas une bonne façon de gérer nos déchets. Parce que là, on devrait en fait passer à une valorisation. C'est-à-dire, les déchets aujourd'hui, ce n'est plus, comme on peut le dire, un déchet, quelque chose à abandonner. C'est une ressource. On peut peut-être l'orienter à de l'énergie, ça peut produire de l'énergie, ça peut produire des ressources qu'on peut encore réutiliser pour d'autres fins. Par exemple, on peut avoir du compost avec tous les autres déchets ménagers, tous les autres déchets d'aliments qui peuvent être transformés en compost, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément engrais chimiques. Donc ça peut être des engrais qu'on peut utiliser avec nos mamans maraîchères qui font les champs avec, par exemple, au bord de la rivière. Ces mamans peuvent utiliser ces composts pour leurs champs et ça peut être utile à cette fin-là. Mais aussi, ça peut nous produire de l'énergie. Nous avons, dans cette émission, proposé une fois un ingénieur qui est venu de l'Inde, mais qui est congolais, avec les digesteurs. C'est-à-dire, on prend tous les déchets ménagers, là, on les met dans un digesteur, ça se décompose et nous avons du gaz. Ce gaz, on peut l'utiliser pour préparer avec les réchauds à gaz. Donc, aujourd'hui, le déchet, ce n'est plus quelque chose à abandonner, à jeter, mais c'est une ressource. Les déchets, c'est une ressource. Alors, je reviens à vous. Vous avez dit que tout doit passer par cette trilogie et le problème, c'est au niveau des ménages. On doit d'abord faire des tris. Et bon, pour qu'il les fasse, il faut qu'il y ait une éducation. C'est un long processus, mais il faut mettre des mécanismes en place pour y arriver. Alors, revenons sur la fameuse opération Kin Mbopeto. On a cité, vous avez d'ailleurs cité un certain nombre d'opérations, mais qui n'ont pas abouti pour concerner les 6 communes proches du centre de ville et consorts, mais les résultats sont maintenant médiocres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kinshasa soit vraiment Kin Mbopeto? Vous, en tant que scientifique. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais dans notre étude, nous avions démontré que d'ici à 2035, Kinshasa devra produire 63 000 tonnes de déchets solides qui doivent être enfouis pour un coût de transport. Juste les transports, ça peut s'élever à 64 713 000 $ américains. Juste les transports, donc de les déplacer de Kinshasa vers le centre d'enfouissement technique d'Impassa. Ça, c'est juste les transports. Mais aussi les autres processus de transformation ou de valorisation, il faut aussi tenir compte de ces coûts-là. Mais dans notre étude, nous avons proposé un certain nombre de choses, on ne va pas les citer toutes, mais on avait prévu qu'il y ait la participation de la base. C'est-à-dire quoi? Avec les systèmes qui étaient en place, on collectait les déchets, on écrivait même par-ci, par-là, Boaka Matiti Ofele. Non, on ne peut pas jeter les ordures gratuitement, parce que, ne fût-ce que pour les transports, qui va payer cet argent des transports? Si ce ne sont pas les ménages, si ce n'est pas la base qui jette les déchets dans une décharge de transit, par exemple. Et donc, il faut que la population soit participante à cette opération et participer par rapport à un financement quelconque. Il faut un montant, dérisoire soit-il, mais il faut que ces montants-là soient payés pour que les déchets soient acheminés d'un lieu vers un autre. Nous avons également ça c'est l'instauration d'une autre taxe, une taxe supplémentaire apparemment. Une taxe, bon, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais au moins il faut que cette taxe soit payée parce que nous sommes pollueurs-payeurs. Et si nous jetons les déchets gratuitement, donc nous sommes pollueurs sans que nous puissions payer. Or, pour que ces déchets-là soient acheminés d'un lieu à un autre, j'ai donné l'exemple, 63 000 tonnes de déchets qu'il faut évacuer, avec quel coût? Plus de 64 millions de $, juste pour les transports, et ça mensuellement. Et qui va payer cet argent? Il faut que ceux qui polluent puissent payer. Ce n'est que justice. Et il faut appliquer aussi les tri, comme je le disais tantôt, déjà les tri doivent s'effectuer au niveau des ménages. Mais tout ça, il faut organiser tout ça parce que
il faut les tri, il faut, après la collecte, il faut les tri, il faut la valorisation. Et donc la valorisation devra être faite par l'autorité publique. Il faut la mise en place des brigades. Je l'ai également évoqué dans le travail que j'ai fait. Il faut une brigade de salubrité, il faut une brigade d'hygiène, je ne sais pas moi comment on peut l'appeler, mais il faut une brigade qui soit derrière la population. Parce que vous savez que si aujourd'hui vous jetez par exemple un déchet sur la route, on vous colle une amende, demain vous n'allez pas reprendre avec cet acte-là. Et donc il faut que cette brigade puisse réellement être une brigade qui fonctionne et qui rend compte à l'autorité pour que les choses puissent bien s'effectuer. Nous avions également pensé à inscrire la TVA dans les billets de voyage, que ce soit les billets de train, que sais-je encore, parce qu'après après tout, cette TVA-là, c'est la reversée à l'autorité qui gère les processus de déchets, et ça pourra aussi contribuer à toutes les dépenses y afférentes. Donc voilà un certain nombre de choses que nous avions proposées dans notre travail qui peuvent apporter un plus à la gestion durable des déchets dans la ville-province de Kinshasa. Et voilà, merci beaucoup Rubin Mayoni. Il est temps pour moi de s'adresser même aux nouvelles autorités de la ville, notamment le ministère provincial et en charge de l'environnement. Donc vous venez d'arriver, il y a des structures, il y a des responsables, il y a des scientifiques, il y a des gens qui ont réfléchi sur que faire pour que la ville soit vraiment assainie. C'est l'occasion aussi d'entrer en contact avec des chercheurs. Et il y a l'émission RDC Environnement ici qui doit être disponible pour vous aider à pouvoir réaliser votre politique à ce qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa. Alors, Rubin Mayoni, en entendant ce que vous avez dit, apparemment, le processus d'assainissement, il est complexe. Et là, peut-être on peut donner raison au gouverneur Kimbuta qui disait qu'il n'y a pas assez de fonds pour mettre la ville de Kinshasa propre. Donc, pour que cette opération, une autre opération qui viendra, cette opération doit être accompagnée de beaucoup d'argent pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est un peu ça. C'est-à-dire un gouverneur qui n'a pas d'argent, en tout cas, lancer au Pikine Bopete ou autre appellation, c'est du bluff ou de la poudre aux yeux. Beaucoup d'argent, oui, mais l'argent se trouve où? L'argent se trouve dans la ville et l'argent se trouve dans ce que nous avons appelé le pollueur-payeur. Il faut que celui qui pollue puisse payer. Si vous ne voulez pas payer, donc ne polluez pas. Et si vous ne voulez pas payer, donc il ne faut pas produire de déchets. Or, finalement, on va produire des déchets. Comme je l'ai dit, ces bouts de papier que nous tenons sont utiles maintenant, mais après, ils vont devenir des déchets. Nous allons les jeter quelque part. Or, si vous polluez, vous devez payer. Et donc, ceux qui polluent, ce sont ceux qui doivent payer. Et c'est question de mettre en place des bons mécanismes de collecte de ces fonds-là qui doivent permettre à gérer durablement nos déchets dans la ville province de Kinshasa. Et ça sera quelque chose, je ne dis pas qu'il est aisé, mais au moins ça va aller avec tous les mécanismes mis en place. Ça pourra permettre à ce que nos déchets dans la ville province de Kinshasa soient gérés de façon durable. Voilà, alors à Kinshasa, on se pose le problème de la gestion des déchets. Ailleurs, l'homme est allé plus loin. Il est capable même de fabriquer du pétrole en recyclant les rejets de CO2. Une révolution écologique à la fois et puis aussi énergétique. C'est l'exemple que viennent nous donner les chercheurs français et espagnols. Voici donc cette réflexion ou cette étude où la réalité, comment l'homme peut traduire du pétrole, fabriquer du pétrole à partir du néant. Suivez donc ces reportages de nos confrères de TF1. Dans cette forêt de tubes est en train de naître le carburant de demain. On y reproduit en 48 heures ce que la nature a mis des dizaines de millions d'années à faire, fabriquer du pétrole. Ce sont des cultures de microalgues extrêmement concentrées. Dans un millilitre, pratiquement une goutte d'eau, on arrive à avoir 500 millions d'algues. Ce sont des algues de 2 à 4 microns. Pour nourrir ces végétaux, il faut de la lumière, bien sûr, c'est la photosynthèse, et du gaz carbonique, du CO2. Et c'est là qu'est le génie de l'histoire. Ce CO2, on le récupère directement via un pipeline de la cimenterie voisine. Gavées de gaz carbonique, les algues se multiplient. Ce super concentré végétal sera ensuite filtré pour en retirer l'eau et les oméga 3. Puis la pâte obtenue sera transformée par craquage à haute température et haute pression en pétrole artificiel. L'objectif à terme de cette usine, sur une superficie de 40 hectares, nous absorberons 450 000 tonnes de CO2 par an. Nous obtiendrons 230 000 barils de pétrole et à peu près 3 000 tonnes d'oméga.
d'oméga 3 principalement. L'ingénieur à l'origine du projet, c'est lui, Bernard Stroiazzo-Mougin. Sensibilisé il y a 5 ans aux effets des gaz à effet de serre, il se souvient alors que la recette du pétrole fossile, c'est l'interaction de gaz carbonique et de végétaux. Il contacte un chercheur de l'université d'Alicante, spécialisé dans les microalgues. Je lui ai montré mon schéma et je lui ai dit voilà mon idée. Et lui, immédiatement, sa réaction était mince, comment on n'y a pas pensé avant? Et ce pétrole artificiel, ce pétrole bleu, c'est la marque déposée, fonctionne comme un hydrocarbure classique. Démonstration. Quand on a démarré il y a 5 ans, personne n'y croyait. Et actuellement, tous les grands, jusqu'à Exxon, le numéro 1 du pétrole dans le monde, veulent investir dans la culture des algues. On peut désormais rêver d'un avenir où chaque usine dégageant du CO2 sera couplée à ces cultures d'algues. Plus de rejets polluants dans l'atmosphère, plus de pénurie énergétique. Les terriens y gagneront sur les 2 tableaux. Voilà, Ruben Mayoni, alors qu'ici, nous battons sur comment assainir la ville de Kinshasa, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kinshasa soit propre. Là-bas, on est en train de réfléchir comment on peut fabriquer du pétrole pour parer aux éventuelles hausses du pétrole, etc. Donc, nous sommes encore au niveau du stade primaire apparemment. Tout à fait. Et là, je voudrais dire que au moment où nous voulons seulement exploiter les pétroles qui se trouvent dans les parcs nationaux, dans les Virunga ou à la Salonga, ailleurs, on réfléchit autrement. Et nos rejets de CO2, comme nous l'avons vu dans ces reportages, ils fabriquent du pétrole à partir des rejets du CO2, à partir des algues. Et donc, c'est de l'innovation écologique et technologique. Mais nous, ici, on est en train de réfléchir à autre chose. C'est pourquoi il faut quand même que nous puissions essayer de relever les débats, de relever les niveaux de réflexion, parce qu'on ne doit pas continuer à rester au bas niveau, au bas de l'échelle, pour que les autres, peut-être les autres pays qui nous entourent, sont aussi déjà un peu plus loin dans la réflexion. Aujourd'hui, on peut avoir du pétrole avec les rejets des CO2, on peut avoir du pétrole avec les algues qu'on cultive. Vous avez vu cette forêt de tubes où on cultive les rejets de CO2 ou encore les algues pour produire demain ou après-demain du pétrole. Et donc aujourd'hui, c'est de la technologie qu'il faut mettre en place. C'est vrai que nous avons encore cette difficulté avec le transfert des technologies. On le dit toujours, non, la technologie coûte cher, on n'a pas de moyens, et pourtant les moyens, on les a. Ici même au pays, même à Kinshasa, ici où on se bat avec la question des déchets dans la ville-province. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que retenir sur l'assainissement de la ville de Kinshasa? Est-ce que les différentes opérations qui sont menées, Kinoubepeto, Kinshasa, Ngenga et consorts, ça va résoudre quels problèmes ou toutes ces opérations vont raconter quelles difficultés et que faire pour que on puisse surpasser ces difficultés en un mot et puis on termine cette émission. Voilà, merci beaucoup Michel pour la question. Et il faut dire ici que nous l'avions dit et nous le répétons que la gestion durable du déchet recourt à la trilogie collecte, tri et valorisation. Et on a même dans notre travail, nous avons même mis un croquis qui privilégie un certain nombre de choses. Il y a une option qui est conseillée et une option qui est déconseillée. Et l'option conseillée commence par, nous avons mis une pyramide renversée avec d'abord la prévention, il faut prévenir, il faut la réutilisation dans ce processus, il faut le recyclage des déchets, il faut une valorisation énergétique et enfin qui est l'étape qui est déconseillée, c'est l'élimination. Aujourd'hui, on s'est dit peut-être il faut incinérer pour se débarrasser des déchets, ne sachant pas que quand nous incinérons les déchets, nous sommes en train d'aggraver les réchauffements climatiques. Parce qu'il y a de la fumée que nous sommes en train d'envoyer dans l'atmosphère et c'est ça qui aggrave en fait le réchauffement climatique. Et donc, c'est vrai que c'est difficile, même dans les pays développés, nous voyons dans certaines villes européennes que le problème des déchets, c'est un problème crucial, mais il y a également des pays qui ont vaincu. Nous avons été à Zurich, nous avons visité une fois l'industrie d'incinération des déchets, mais on incinère tout, alors tout, et la fumée. Donc rien ne reste dans l'incinération. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à cette étape-là, mais il faut quand même fournir des efforts
pour que nous puissions arriver à gérer nos déchets. Et donc aujourd'hui, comme nous l'avions dit, par rapport à ce que nous avions proposé, il faut des brigades en termes de surveillance, de contrôle de ceux qui s'amusent avec les déchets. Il faut faire participer la population à la contribution parce qu'on est pollueur et on doit payer. Il faut mettre en place des brigades, il faut appliquer les tri comme nous l'avions dit. Ces processus peuvent permettre à ce que ceux qui doivent gérer les déchets dans la ville province de Kinshasa puissent aller un peu de l'avant, puissent mettre un peu du sérieux dans cela et que la ville, comme on le veut, puisse être une ville propre parce que nous l'avions entendu nous tous d'un média international qui est la ville la plus sale. C'est la ville la plus sale du monde, c'était leur... Mais on peut renverser cette tendance si on a vraiment de la volonté. Voilà, on peut renverser cette tendance si on a de la volonté. Vous avez parlé des recyclages. Nous avons suivi avant le départ du gouverneur Kimbuta. Il est allé à Dubaï. Il a dit qu'il a signé un contrat avec des firmes là-bas pour le recyclage des ordures et consorts. On ne sait pas si le projet s'est arrêté à quel niveau, mais ce qui est important, c'est que Kinshasa doit être comme certaines villes africaines, comme Kigali, qui n'est pas loin d'ici, où vous arrivez. Les gens préfèrent aller à Kigali qu'aller à Londres. Donc, c'est les défis auxquels le gouverneur doit faire face. Mais c'est aussi la contribution, comme vous avez suivi Ruben Mayoni, la contribution de tout le monde, des ménages, de tout le monde pour que Kinshasa soit la ville la plus belle peut-être dans les prochaines années. Voilà, merci beaucoup Ruben Mayoni. Vous étiez personne ressource pour nous dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions également toute l'équipe technique et rédactionnelle de l'agence Galaxy Media qui a concouru à la production et à la réalisation de cette émission, Peter Loman-Lessa, sans oublier Guilhem Zembe et Naomi Makwela qui ont tous contribué pour que cette émission arrive chez vous. Santé de fer à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.